Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Quand je vous dis qu'on est en 1984 dans un monde orwellien où la dictature, la censure et la tyrannie est omniprésente dans toute l'administration française, eh bien, on y est. Je vais vous montrer un extrait complètement délirant. Ensuite, on va débattre, on va essayer de creuser un petit peu tout ça. Mais franchement, s'il n'y a pas un collapsage total de cette administration, de ce gouvernement, de cet État, de tout le système, on ne s'en sortira jamais. Vous allez voir à quel point c'est vérolé, à quel point c'est contrôlé et à quel point la censure est omniprésente lorsqu'on essaie de dire les termes et la vérité. Vous allez voir comment les médias utilisent des extraits pour pouvoir manipuler l'opinion publique et ensuite vous allez voir la vérité et vous allez voir que c'est deux poids deux mesures et surtout vous allez comprendre à quel point ce pays est gauchisé et à quel point la gauche, mais la gauche poison, tu vois, la gauche qui te pourrit la vie, est omniprésente et contrôle le système de A à Z. C'est un système qui est corrompu, c'est un système vérolé, c'est un système sur lequel on aimerait appuyer sur le bouton reset. Malheureusement, le bouton reset, il est bien caché, il est bien défendu et si on veut essayer de l'atteindre, il va falloir faire tomber le système. Il va falloir le reset par nous-mêmes parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez voir, écoutez ça, c'est du délire. Voilà, petit extrait, ça dure 50 secondes et ensuite on va écouter un extrait un tout petit peu plus long, vous allez voir la vérité, elle est tout autre. Eh bien, chère Madame Garnier, les propos que vous avez tenus parce que ceux-là sont consignés seront devant les tribunaux et vous aurez à en répondre. Or, j'assume de le dire, la gauche parisienne est dans le déni. Et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni. Il a été armé par votre idéologie de l'excuse et votre aveuglement. Il est absolument inadmissible, inacceptable de se faire insulter, comme vous venez de le dire, de nous faire traiter d'assassins, d'avoir armé le bras d'un assassin et de refuser de vous excuser. Eh bien, chère Madame Garnier, les propos que vous avez tenus parce que ceux-là sont consignés seront devant les tribunaux et vous aurez à en répondre. Et on en a terminé des questions d'actualité. Voilà, c'est un court extrait de 52 secondes qui est vraiment très très agressif, hein, quand tu vois Anne Hidalgo qui pète un câble sur Nelly Garnier, qui est la conseillère municipale du 11e arrondissement, qui se fait littéralement pourrir et qui se fait attaquer pour diffamation parce qu'elle a osé dire que la gauche parisienne avait armé le bras des assassins d'Elias. Donc Elias, c'est un jeune homme qui a été assassiné le 25 janvier 2024 ou 2025, je ne sais plus, je crois que c'est assez récent, et qui s'est fait poignarder par un coup de couteau, hein, ça c'est ce que les médias disent, donc coup de couteau, parce qu'il n'a pas voulu donner son téléphone, il s'est fait racketter, il n'a pas voulu donner son téléphone et en récompense il s'est fait poignarder. Et elle accuse la gauche parisienne d'être responsable d'avoir armé le bras des assassins parce qu'elle a une idéologie de l'excuse et de l'aveuglement. Mais Anne Hidalgo pète un câble tout de suite. Parce qu'elle est maire de Paris, la gauche parisienne, bah, bien c'est elle, tu vois, donc forcément, elle le prend pour elle. Là, c'est limite une accusation qui va directement sur son efficacité sur le terrain. Donc en gros, c'est de ta faute. Et là, elle pète un câble et elle lui dit, vous vous excusez, vous retirez ce que vous dites, ou alors je porte plainte pour diffamation. Et au final, vous allez voir que ce court extrait, c'est limite de la manipulation, tu vois. Là, on te met 52 secondes, tu comprends pas. T'as pas vu le contexte. Tu te dis, ok, bon, bah, elle l'a accusé, diffamation. Ok, bon, c'est logique. Sauf que si on va voir l'extrait complet, vous allez voir que c'est totalement l'inverse. Là, on est dans le pur délire. On est dans la censure et dans le règne de la tyrannie. C'est tais-toi ou crève. Tais-toi, soit tu dis ce que l'État veut que tu dises et ce que l'État veut que tu penses, donc l'État gauchiste, soit on te pourrit et on te détruit ta carrière. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Je vais vous retrouver ça et vous allez voir. Voilà, pour info, Elias, c'est ce jeune garçon qui avait 14 ans lorsqu'il a été assassiné en sortant de son entraînement de foot. Il s'est fait agresser, d'accord. Il a été racketté. Il a, selon les médias, refusé de donner son téléphone et donc en récompense, il s'est fait poignarder d'un coup de couteau. Sauf que les parents de la victime ont balancé une petite dinguerie puisqu'ils ont révélé à la presse par un communiqué et donc au monde entier que le jeune Elias, puisqu'il était accompagné d'un témoin, d'un ami à lui,
ne s'est pas fait poignarder parce qu'il n'a pas voulu donner son téléphone, mais plutôt parce qu'il a donné son téléphone et en récompense, il s'est fait poignarder, non pas avec un couteau, mais avec une machette. Donc, les médias sont littéralement le porte-parole de la propagande étatique, et si l'État leur dit non, dans ce cas de figure-là, vous ne dites pas les faits et vous réduisez l'impact psychologique que ça pourrait avoir sur le public et surtout sur notre politique, eh bien vous le faites. Et donc les médias, qu'est-ce qu'ils font en bon toutou? Eh bien ils exécutent et ils réduisent les faits. Et donc on passe d'une agression gratuite, hein, c'est un racket. Le gamin donne le téléphone et en récompense, il se fait macheter. Hein. Il ne se fait pas poignarder, il se fait macheter. La machette, c'est quand même l'arme emblématique des chefs de cartel des pays du Sud, tu vois. Je veux dire, c'est quand même très violent. Une machette, je sais pas si vous voyez un peu le délire. Attends, je vais vous trouver un article. Voilà, donc la machette, c'est quand même ça. Hein. On est loin du couteau. On est loin du petit couteau. Là, on est sur une agression très violente. Déjà, comment ça se fait que des gens puissent se balader dans la rue avec des machettes? Moi, ça me sidère quand je vois des types qui sont là avec des katanas, des haches. Bientôt, ils vont se balader avec des lance-roquettes dans la rue. Enfin, c'est complètement malade. C'est dingue. On est dans une société qui est complètement vérolée. Effectivement, l'idéologie de l'excuse et de l'aveuglement, c'est une idéologie qui est très dangereuse. Et là, tu vois des mecs qui se baladent avec la machette. La machette, une arme symbolique de la délinquance migratoire. Point d'interrogation, réponse oui, c'est une arme symbolique. On peut regarder plus loin dans cet article, on va y revenir, mais voilà, c'est ça une machette. C'est ça que les médias ne disent pas. C'est complètement fou. Bientôt, ils vont vous dire que s'il y a une agression avec un lance-roquette, on va vous dire mais non, c'était un pétard mouillé. Mais non, c'était une fusée. C'était 14 juillet, hein, un feu d'artifice. Oh bah il est mort. Franchement, c'est dommage. Quoi. C'est pas de chance. Non. Voilà, on en est là. Et ça, c'est la police de la pensée, je crois, dans 1984. C'est-à-dire qu'il y a un ministère qui est là toute la journée, qui embauche des gens pour que toute la journée, ils réécrivent l'histoire en continu, en continu, en continu. C'est-à-dire qu'il y a une information qui leur passe entre les mains, ils modifient l'information selon les ordres qu'ils ont reçus, et ensuite, la deuxième fonction qu'ils ont, c'est d'aller effacer tout l'historique des données qui ont été émises sur ce sujet. C'est-à-dire que si tu dis que le ciel est rouge, et que demain le ciel devient bleu, eh bien, ils vont modifier la réalité, ils vont dire effectivement que le ciel est bleu, par contre, ils vont supprimer tout ce qui concerne le ciel rouge avant. Le ciel rouge n'a jamais existé. Et puis, demain, ce sera le ciel orange. Et donc, tout ce qui est ciel bleu aura été supprimé de l'histoire. Et c'est ça à l'infini. Et là, clairement, c'est du Orwell. On est dans un monde orwellien. C'est un truc de malade. On va regarder ce que les parents ont dit, mais vous allez voir, moi, ça me révolte. Ça me révolte parce que c'est symptomatique de ce que la France est devenue. On est dans un pays qui est sous occupation, avec des institutions qui sont là pour nous faire gober leur salade, pour nous dépouiller, pour nous appauvrir, pour faire de nous de misérables esclaves, et ensuite, eh bien, dès qu'il y en a un qui ose dire les termes, on le pulvérise. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Ça dure 7 minutes. Je vais essayer de pas trop couper parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos qui sont très très longues. Je suis désolé, je suis un moulin à parole, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire quand je vois ce genre de choses que c'est compliqué. Je vais essayer de vous faire court, mais écoutez bien, regardez la scène. Vous allez voir, c'est pareil tout le temps. C'est du George Orwell. C'est 1984. Regardez ce film, ou alors film, livre, parce qu'il y a une adaptation en film, lisez le livre, ou alors écoutez-le sur YouTube. Je vais vous montrer un lien. Je vais essayer de le retrouver, d'accord? Voilà, des livres audio 1984 de George Orwell. Il y en a beaucoup, il y en a plein de versions. Ça dure 11h, 11h30, ça dépend des livres, ça dépend s'il y a le dernier chapitre ou pas. Franchement, vous le regardez en vitesse, enfin, vous l'écoutez en vitesse 1,50, 1,75 ou 1,25 si vous êtes un petit peu plus tranquille. Et ça passe tout seul. Moi, personnellement, je l'ai écouté 2 fois en vitesse 2, et franchement, ce livre m'a glacé le sang. Il m'a glacé le sang parce que je revois la réalité dans ce qui a été écrit sur le livre de 1984. Et je crois qu'il a été publié en 1945. Vous imaginez un petit peu, le livre commence à dater, et clairement, c'est notre réalité à nous. Alors je ne sais pas si c'était une volonté du pouvoir de calquer ce qui a été écrit dans ce livre, mais franchement, ça glace le sang, ça fait peur, et on en voit tous les traits. On en voit les traits de la dictature, de la tyrannie, hein, de la censure. Tout est là, tout est là. Et franchement, ça m'angoisse. Ça m'angoisse, et je peux pas fermer ma bouche. Je sais que je vais me faire censurer. Je sais que je vais mettre à risque ma chaîne YouTube, qui est déjà quand même bien shadowban depuis 8 mois maintenant. Et ça va continuer. Mais bon, je peux pas.
Voilà, je peux pas me regarder dans une glace et me dire: «Ouais, c'est pas grave, allez, je vis dans ce monde orwellien parce que c'est comme ça». Non, je ne veux pas vivre dans ce monde-là, je ne veux pas qu'on vive dedans et c'est pour ça que je vais vous montrer cet extrait. Il est dinguissime. Un tel drame est toujours une mauvaise rencontre au mauvais moment. Mais ce n'est pas que cela. Et le réduire à cela, c'est se dédouaner de toute responsabilité. Paris est une ville où la délinquance reste structurellement très élevée. Ces mots, ce sont vos mots, monsieur le préfet de police. La lucidité est la première des vertus en matière de politique publique. C'est pourquoi, monsieur le préfet de police, nous vous savons gré de votre lucidité, car on ne peut pas agir dans le déni. Merde. Voilà, là c'est mieux. Donc là, ce qu'elle vient de faire, c'est qu'elle vient de rappeler les mots qui ont été prononcés par le préfet de police, qu'on ne peut pas vivre dans le déni et qu'il faut regarder la réalité en face. Et donc elle lui dit, écoutez, parce que là, vous ne pouvez pas vivre dans le déni. On ne peut pas agir en étant dans le déni. Il faut accepter les faits, il faut accepter la réalité, il faut arrêter de le voir par le prisme de George Orwell, hein, dans son monde orwellien où les faits sont toujours torturés, triturés et mensongers, hein, puisqu'en fait on dénature la réalité. Et là, il faut voir les faits en face. Il faut voir les faits en face. C'est l'idéologie gauchiste de la gauche parisienne qui a armé le bras de l'assassin. D'accord, c'est ce qu'elle va lui dire juste après. Et vous allez voir la tollée qu'elle va prendre en quelques secondes. On lui coupe la parole et on la défonce. Mais clairement, on la défonce. Vous allez voir, c'est radical, c'est du délire. Et pourtant, elle ne fait que préciser des faits et dire les termes. Vous allez voir, elle va le dire les termes. Elle va les dire. Bah ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Il n'y a pas de débat possible en fait. Vous allez voir, le débat est clôturé instantanément. Elle va se prendre un procès pour diffamation. Et à mon avis, au niveau de sa carrière, ça ne va pas le faire. J'assume de le dire, la gauche parisienne est dans le déni. Et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni. Il a été armé par votre idéologie de l'excuse et votre aveuglement. C'est vraiment Ce déni, honteux. c'est celui de madame C'est Karine honteux. Petit, maire C'est du une 14e insulte. arrondissement, qui dans une interview Je télévisée... suspends la séance pour 5 minutes et vous aurez à vous excuser. Voilà, donc c'était rapide, hein. Elle n'a pas eu le temps de finir son propos. C'est vraiment honteux, c'est insultant, et je suspends la séance, et vous aurez à vous excuser. Voilà. Et elle n'a même pas eu le temps de parler, en fait. Elle allait parler des parents d'Elias, elle allait parler des faits, en fait, et elle n'a pas eu le temps de le faire. Voilà. Et elle doit s'excuser d'avoir commencé à entreprendre ses propos, d'avoir commencé à essayer de dire les termes et de dire la vérité pour qu'on puisse voir les faits dans les yeux, les faits réels, sans les triturer, sans le prisme de la censure, sans le prisme de la manipulation idéologique. Et donc, on ne peut pas dire les termes. Et si on dit les termes, on doit s'excuser. D'accord ? C'est complètement fou. Mais c'est du pur délire. Vous allez voir jusqu'où ça va aller. Parce que là, c'est la mise en bouche. C'est la mise en bouche. Mais là, elle va se faire détruire en live. Elle va se faire démolir et elle n'aura pas son mot à dire. Vous allez voir, c'est complètement fou. Mais pour moi, on marche sur la tête. Et on ne pourra pas sortir de ce système sans le faire tomber. C'est pas possible. C'est absolument inadmissible ce que vous venez de dire. Vous êtes irresponsable. Vous êtes irresponsable. Alors là, quand elle dit vous êtes irresponsable, c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport à leur politique ou c'est par rapport à leurs fesses? Parce que si les gens commencent à se réveiller, commencent à accepter qu'on se fout de leur gueule et qu'ils commencent peut-être à se rebeller, à se révolter, effectivement, c'est irresponsable. Parce que ça remet leur système en jeu, ça remet la réalité en jeu. Donc effectivement, quand tu te mets à leur place, là, dans leur assemblée, sur leur petit siège tout chaud, bien payé, confortable, où le travail est franchement peinard pour ce qu'ils font et par rapport à ce qu'ils touchent, effectivement, c'est irresponsable. Mais par rapport à nous, citoyens, est-ce que ça l'est? Non, absolument pas. Au contraire, c'est irresponsable de censurer la réalité et de censurer les faits. Donc c'est eux les vrais irresponsables. Mais vous allez voir que leur façon de faire, c'est de retourner la table et de dire « Non, c'est toi le méchant. Non, tu n'as pas le droit. Non, tu te tais. Oui, tu vas t'excuser, sinon je vais te détruire. Et tu vas faire ce que je dis, sinon je te détruis. » Mais cette vidéo-là, elle est lunaire parce qu'elle révèle quand même plutôt bien
l'institution telle qu'elle est réellement. Et vous allez voir l'animosité qu'ils vont mettre tous sur cette Nelly Garnier, parce qu'elle a osé dire faudrait peut-être ouvrir les yeux, faudrait peut-être arrêter l'idéologie de l'excuse et de l'aveuglement et du déni. Parce que là, il y a des gens qui meurent dans la rue, il y a des gens qui meurent de notre incompétence, de notre déni, tout simplement, de la réalité. Et donc, il faudrait peut-être se réveiller. Juste ça, ça vaut la tollée du siècle. Après les propos scandaleux que nous venons d'entendre, qui sont des propos indignes de la part d'une élue de cette Assemblée, je donne la parole aux présidents de groupe qui me l'ont demandé, Rémi Féraud, Madame Fatoumata Koné, et eh bien c'est moi qui en décide. Et également ensuite Madame Raphaël Primet. Donc, attends. Eh bien, vous souffrirez de l'écouter. Eh bien, c'est moi qui en décide. C'est moi qui en décide et je fais la police de cette Assemblée. Et je fais la police de cette Assemblée. Ça suffit. Non mais c'est complètement dingue. Là, c'est clairement de la tyrannie. C'est moi qui décide qui va parler. C'est moi qui décide qui vous allez écouter. C'est moi qui décide si vous allez souffrir ou non d'écouter telle ou telle personne. Parce que, visiblement, toi, tu fermes ta gueule, toi, tu fermes ta gueule, toi, tu fermes ta gueule, et toi, tu as le droit de parler. Et tous les autres, qui ont le droit de fermer leur gueule, ont aussi le droit de vous écouter. Et si ça leur plaît pas, c'est pareil. Si ça leur plaît pas, on leur met un procès pour X raisons, on les détruit politiquement au niveau de leur carrière, on les détruit tout court, et puis c'est comme ça. C'est moi qui décide. Voilà. C'est ça la démocratie. Hein. Là, on est en démocratie. Effectivement, la démocratie, on est là pour parler. Ils sont dans l'Assemblée nationale, c'est des parlementaires, ils sont là pour parler. Eh ben, il y en a qui ont le droit de parler et il y en a qui ont le droit de fermer leur gueule, visiblement. Hein. Ceux qui ont le droit de parler, c'est ceux qui ont la bonne parole. La parole étatique, encore une fois. La censure est omniprésente. On en fait les frais tous les jours, mais là, clairement, sur cette vidéo-là, ça fait à peine 2 minutes. Hein, la vidéo, elle dure 7 minutes. Il y a 2 minutes de vidéo. Sur 2 minutes, on voit une personne qui s'exprime pendant 30 secondes. Et puis, le reste de la vidéo, c'est de l'acharnement. Et c'est juste une preuve de tyrannie et de non-démocratie. Là, clairement, quand on me vendait la Corée du Nord il y a quelques années, ou même la Russie, hein, quand j'entendais parler de la Russie et de sa dictature, ou de certains pays du Sud, clairement, on y est. On est en plein dedans. Et on est dans le déni, hein, c'est nous, le peuple, qui sommes dans le déni, de ne pas vouloir voir la réalité en face en regardant ce genre de choses. Parce que là, clairement, c'est flagrant. Vous allez voir l'animosité de cette personne et de cette assemblée, mais c'est complètement dingue. Monsieur Rémi Féraud, vous avez la parole. Apprenez le règlement. Le maire assure la police de l'Assemblée et vous vous taisez. Et c'est... On se croirait dans une école. Ah, c'est un truc de ouf. Apprenez le règlement de la classe, là, le conseil de classe. Sinon, c'est le conseil de discipline. Vous allez voir. C'est moi qui décide. C'est moi la maîtresse de maison. C'est moi la maîtresse de classe. Et vous fermez vos bouches. Vous écoutez ce qu'on a à dire. Et toi, tu passes au tableau et tu récites ta leçon sur le bout des doigts. Et tu fais bien tes devoirs. Parce que sinon, toi aussi, tu vas prendre cher. Tu vas prendre 1 heure de colle. Non, mais... C'est juste lunaire. Voilà, je n'arrêterai pas de le répéter, mais c'est lunaire. On va le regarder encore une fois. Regardez, c'est un truc de fou. Ça suffit. Monsieur Rémi Féraud, vous avez la parole. Apprenez le règlement. Le maire assure la police de l'Assemblée et vous vous taisez. Et c'est... Voilà, clairement, si le maire peut faire ça, imaginez ce que peut faire le président, imaginez ce que peut faire le Premier ministre, imaginez ce que peuvent faire les ministres, etc. Alors, je veux dire, c'est calqué, hein, je veux dire, si ça marche comme ça dans l'Assemblée, là, ça marche pareil partout. Voilà. C'est comme ça que le système fonctionne. Elle le révèle parfaitement. C'est un truc de malade. Hein. De toute façon, c'est une maladie, c'est un virus, donc oui, c'est un truc de malade. Monsieur Féraud qui parle. Monsieur Féraud. Monsieur Alpha, vous n'éviterez de toute façon pas de nous entendre. Nous n'accepterons pas ces propos.
qui nous traite de responsables de la mort d'Elias. Je ne sais pas si c'est l'extrême droite, Madame Garnier, qui a armé votre discours, mais vous allez vous excuser, car nous ne resterons pas sans vos excuses. Putain, il a pris son rail ou quoi, lui? Il est en mode tu vas t'excuser parce que là, ça va pas le faire. L'extrême droite, là, faut arrêter le racisme, hein. Oui, parce que sous-entendu, comme c'est un meurtre à la machette quand même, tu vois, sous-entendu, tu es raciste. Parce que tu oses dénoncer que quelqu'un a été tué à la machette et que c'est l'idéologie de la gauche qui refuse d'être dans la réalité, mais plutôt dans le déni et dans l'aveuglement et l'excuse qui a donc contribué à cette mort. Alors là, c'est l'extrême droite. C'est forcément l'extrême droite. De toute façon, si tu regardes les faits dans les yeux et que tu oses dire les termes, tu es forcément d'extrême droite. Tu vois, moi, je suis d'extrême droite. Dans cette vidéo, je suis d'extrême droite. Dans la vie, non, mais dans cette vidéo, je suis d'extrême droite, visiblement, puisque j'ai décidé de voir les faits dans les yeux. Vous allez voir les faits dans les yeux. Ils sont pas très plaisants parce qu'on laisse faire, en fait. Voilà, hein. Déjà, d'une part, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, un jeune garçon de 14 ans, mais aussi parce qu'on laisse faire. Et que tout ça, c'est un cirque politique à ciel ouvert. On se fout de notre gueule H24. Et franchement, dès que quelqu'un ose ouvrir la bouche pour parler, il est directement affiché comme un nazi, comme quelqu'un d'ultra raciste qui veut absolument mettre un terme à tout ça, mais par les mauvaises façons. Alors qu'en fait, non, c'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens. Les gens qui commettent des crimes comme ça, c'est next. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de déni, il n'y a pas d'excuse à avoir envers ces gens-là. Quel que soit l'âge, quelle que soit la raison, ces gens-là, tu les fumes. Voilà, tu les fumes. Moi, je dis, il faudrait un juge Dredd. Tu vois, le juge Dredd, quand il arrive, il descend de sa moto, il est là. La loi, c'est moi. Et puis, celui qui est pas content, il va avoir affaire à mon flingue. Et puis, ça dézingue. Voilà, on parle pas 5 minutes. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Toutes les armes doivent m'être remises. Tous vos quartiers sont en état d'arrestation. Première et dernière sommation. Code municipal mégacité, article 213. Destruction volontaire de biens immobiliers, 2 ans. Article 310, détention illégale d'armes d'assaut, 5 ans. Article 450, résistance aux forces de l'ordre, 20 ans de réclusion. Merci, Orchi. Et article 3613, meurtre avec préméditation d'un juge de ville. Laisse-moi deviner. La vie? La mort. L'audience est levée. T'as 10 secondes pour te rendre, et si tu t'es pas rendu, t'es mort. Tu commets un crime, t'es jugé. Vous avez été jugé coupable. La sanction est la mort. Boum! Voilà. Ah ouais, je suis d'extrême droite. Mais je suis extrêmement réaliste aussi. Hein, il y a des jeunes qui meurent. La petite Louise, là, 11 ans. 8 coups de couteau, 4 dans la gorge. Boum! Voilà, c'est comme ça que ça se règle. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de... Oh! C'est les jeux vidéo. Mais c'est forcément les jeux vidéo. C'est forcément Fortnite. Ben évidemment, le mec, il a ragé. Bon, bah voilà, il a été semé. Et puis, il a été désemé, justement, sur la petite Louise. Ça se trouve, dans quelques semaines, on apprendra qu'il a essayé de la violer. Ou pas, évidemment. Parce que si tu comptes sur les médias pour dire la réalité, évidemment que ça sera étouffé. Mais peut-être que dans les faits, le gars, il l'a emmené dans les bois, il a essayé de la violer, elle a essayé de se barrer, et puis il l'a fumée. Peut-être que c'est ça. Alors je sais pas, j'ai pas la sainte parole, je n'ai pas la prétention de savoir ce qui s'est passé. Mais le fait est qu'on est en train d'essayer de nous mettre la pilule du jeu vidéo. Faut trouver une excuse. Faut trouver une excuse recevable pour le grand public, pour les abêtir, pour réduire l'impact psychologique de la réalité et pour évidemment trouver une excuse, une façon de faire du déni, une façon de gauchiser les faits. Voilà, c'est ça le problème. Et oui, je suis d'extrême droite dans cette vidéo. Je suis le juge Dredd et moi j'ai dit ça crève. Voilà, ça crève. Un coup de machette, un coup de pétard, on n'en parle plus. La mort.
œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Et c'est pour ça que je vais me faire censurer. Madame Fatoumata Koné. Merci. En fait, je crois que je peux comprendre l'émotion. L'émotion suite à la mort d'un jeune homme dans ces conditions-là, dans notre ville. Mais on ne peut pas accepter l'instrumentalisation que vous êtes en train de faire de la mort d'un jeune. Le manque de respect en direction des familles, des personnes endeuillées. C'est inadmissible. Alors que c'est les familles elles-mêmes qui dénoncent la réalité des faits. Vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, la famille dénonce ce qui s'est réellement passé et qu'il y a eu manipulation dans les médias, ou du moins une diminution de l'importance et de l'impact psychologique des faits réels. Je vous rappelle, on passe quand même de ça, voilà, de ça à je vais vous trouver un couteau banal. Voilà, un petit couteau de cuisine. Alors peut-être que c'était un petit Opinel, peut-être que c'était, je sais pas moi, le couteau lambda du mec qui traîne dans la rue, qui dépouille, qui flingue des gens. Mais voilà, tu passes de ça, petit couteau. Alors j'aimerais bien peut-être l'avoir sur une taille réelle, peut-être que quelqu'un le tiendrait dans les mains, ça serait mieux. Alors, vous avez un couteau dans votre cuisine, hein, vous allez chercher votre petit couteau et vous le comparez à ça. Je veux dire, l'impact psychologique, forcément qu'il est réduit, et puis l'impact réel des faits. Mais quelle personne sensée, saine psychologiquement, se balade avec ça dans les mains ou dans les poches ou dans le sac à dos? Personne. Il n'y a que des malades, il y a que des détraqués psychologiques qui sont capables de faire des meurtres, qui se baladent avec ça. Je veux dire, regardez dans le sac des gens qui sont autour de vous, vos collègues, vos amis, les gens qui sont autour de vous au bar. Regardez dans leur sac, regardez sous leur manteau, regardez ce qu'ils portent au quotidien, regardez s'ils ont ce genre d'armes tranchantes, d'armes de guerre littéralement, pour exterminer des gens. Hein, clairement, ça c'est une arme emblématique des seigneurs de guerre. La machette, c'est une arme du sud, tu vois, ou alors tu vas dans l'Amazonie et puis tu découpes des branches, mais c'est d'une violence extrême, c'est des armes de massacre. Quel type de personne saine psychologiquement se balade avec ça? Aucune. Donc on a une volonté de réduire les faits et de réduire l'impact réel des faits. Ce n'est pas quelqu'un de détraqué psychologiquement qui a commis un meurtre, c'est juste quelqu'un qui a voulu racketter et qui a déraillé et qui a mis un coup de couteau. Voilà. Bon, bah, ça arrive. Malheureusement, il y a du racket tous les jours, il y a des coups de couteau qui se perdent, mais ça arrive. Non, la réalité, c'est que c'est un mec qui est venu racketter, il a pris le téléphone et en plus, il a mis un coup de machette qui a été dévastateur parce qu'il a tué la personne. Il a tué le jeune de 14 ans. Il lui a laissé aucune chance. Avec un coup de couteau, tu as peut-être une chance. Un coup de machette, bien placé avec la force qu'il faut, c'est zéro chance. C'est next. Vie suivante. Voilà. Tu changes de monde. Voilà. Tu pars du monde des vivants et puis tu vas faire ta vie dans l'au-delà si tant est qu'il y en ait un. C'est complètement dingue. Et c'est un truc de fou parce que quand il te parle de politisation des faits, de choses qui se passent dans le monde, bah, c'est quand ça les arrange. Hein. C'est toujours pareil. De toute façon, la politisation, c'est de la politique. Hein. Donc, quand ça les arrange, c'est bien. Quand ça les arrange pas, on met ça sous le tapis. Et celui qui ose en parler, on l'extermine. Voilà. C'est l'extrême droite. Ouais. Et je veux bien que vous choisissiez de faire de la politique de la manière que vous le souhaitez, mais pas sur la mort d'un enfant. On demande des excuses. Vos propos sont honteux. Merci. Donc on n'a pas le droit d'admettre qu'il y a des failles dans le système, des failles dans la sécurité, qu'il y a un laxisme croissant sur la justice et surtout sur le rendre la justice. Quand je vous dis juge Dredd tout à l'heure, c'est un peu violent, mais il y a un moment donné, il faudrait peut-être y venir. Je veux dire, tu fumes une ou deux personnes parce qu'elles ont fumé une ou deux personnes, je peux te dire que ça fera réfléchir tous les autres. Zéro tolérance, le mec a fumé quelqu'un, tu le fumes en retour. Il n'y a pas de tu vas en prison, tu vas prendre le Club Med avec les copains, la fumette, le téléphone, la télé, la console de jeu, et puis tu prends 2-3 ans au soleil comme ça, enfin au soleil à l'ombre plutôt. Mais disons que pour eux, c'est quand même les vacances, tu vois. Donc tu vas prendre 2-3 ans, tu es avec les copains, puis après tu sors et tu refais ta vie. Non, là, non. Et en plus, c'est à nous, un contribuable, que revient la charge de ces délinquants. Ces criminels même. Non, non. C'est une balle dans la tête, on n'en parle plus.
Ouais, c'est violent, mais c'était ça à l'époque, hein. C'était pas une balle dans la tête, hein. C'était soit le peloton d'exécution, soit la corde, soit la décapitation, ou si on remonte encore plus loin, c'était l'écartèlement, hein, ou même d'autres tyrannies, hein, du genre. Enfin, vous allez voir les tortures de l'époque, hein, c'était assez violent. Ils étaient très très inventifs là-dessus. Et à la limite, j'ai envie de te dire pourquoi pas, hein. À part les vrais innocents qui malheureusement se faisaient tuer pour le plaisir, parce que malheureusement dans la justice il y a aussi des failles, il y a des innocents qui sont jugés coupables et qui forcément en pâtissent pendant quelques années, voire qui le payent de leur vie. Mais à côté de ça, les vrais coupables, ou tous ceux qui voulaient se rendre coupables d'un crime, ils y réfléchissaient à 2 fois, hein. Avant de mettre le coup de couteau, tu te dis: «Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais pas me faire écarteler? Est-ce que je vais pas, me faire, lapider? Est-ce que je vais pas me faire, je sais pas moi, allez, écorcher vif et puis mettre sur un pilori comme ça au soleil pendant 5-6 jours avant que je meure?» Tu vois? Ça te fait réfléchir. Ça retient le coup. Ça retient le coup. Ou alors si ça le retient pas, c'est que tu vraiment un malade et que tu mérites ton sort. Voilà. Ils refusent de voir la réalité quand ça les arrange. C'est dingue, mais c'est le monde dans lequel on vit. Madame Raphaël Primet. Bon, puis vous remarquez qu'elle a bien choisi les personnes qui allaient lui mettre un taquet, hein. Elle a pas choisi. Elle a dit: toi, tu fermes ta gueule, toi, tu fermes ta gueule, toi, tu fermes ta gueule, toi, t'es un gros fils de pute, tu fermes ta gueule aussi. Par contre, toi, t'as le droit de parler parce que je sais que t'es dans le camp du bien, hein. Quand je dis du bien, avec les grosses guillemets, le camp du bien des gauchistes à la con, du communisme. Donc vous avez le droit de parler. Je sais que vous allez l'allumer, vous allez faire le travail, donc allez-y, parlez. Toi, par contre, tu écrases bien ta bouche et à la fin, tu vas t'excuser. Et si tu t'excuses pas, je te jure que je t'allume. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est complètement délirant. Effectivement, c'est insupportable d'instrumentaliser la mort d'un enfant comme ça, et de nous mettre ça sur le dos. C'est comme si c'était nous qui avions le couteau dans la main. C'est vraiment d'un niveau, franchement, c'est honteux, c'est lamentable et on exige des excuses. Voilà, ils exigent des excuses parce que pour eux, ils le prennent comme ça. On dit que c'est eux qui ont armé le bras, donc c'est comme si c'était eux qui avaient donné le coup de couteau. Bon, dans les faits, c'est vrai. C'est pas eux qui tiennent réellement le couteau, donc c'est pas eux les vrais coupables. Mais si on regarde la réalité en face, c'est quand même eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir de faire changer les choses. C'est eux qui ont le pouvoir de rendre la justice ou de faire en sorte qu'elle soit rendue justement et correctement, et en temps et en heure, à sa juste valeur. Je veux dire, quand tu tues quelqu'un, la peine, c'est pas 3 ans de prison avec sursis, hein. C'est pas tu as été gentil, tu t'es bien tenu, bon, allez, t'as le droit de sortir avec un bracelet électronique. Non, c'est la vraie justice. Ils ont le pouvoir. Donc, quand ils refusent, par une idéologie d'excuses et de déni, de rendre cette justice aux familles des victimes, c'est comme s'ils avaient le couteau entre les mains. Parce que les criminels, ceux qui n'hésitent pas à poignarder ou venir sortir avec une machette pour venir te découper, ces gens-là, eux, ils n'ont pas peur. Ils savent qu'ils risquent rien. Il y a certains pays, ils sortent avec la machette, ils se font attraper avec la machette, mais on les découpe avec. Il n'y a pas de « oh non, mais c'était juste pour me promener ». Non, ça n'existe pas. Ils se font défoncer. Et s'ils fument quelqu'un, ils se font défoncer aussi. Dans ces pays-là, bizarrement, il y a moins de criminalité. Bon. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est les circonstances? Pas de chance? Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose à creuser par là. Mais en attendant, non. C'est vraiment, pour moi, de mon point de vue, le fait que ces gens-là refusent d'agir qui fait qu'aujourd'hui, on a des jeunes de 14 ans, des jeunes de 11 ans, des jeunes de 19 ans qui meurent comme ça dans des conditions inhumaines et inexpliquées aux yeux de quelqu'un de normalement constitué. Je veux dire, il n'y a pas de raison que quelqu'un se fasse violer, violenter, exécuter, tuer, torturer, trucider dans la rue comme ça, à cause des jeux vidéo ou à cause d'un portable que tu n'as pas voulu donner ou d'une clope ou parce que tu n'avais pas du feu sur toi. Enfin, toutes les excuses sont bonnes. C'est ça le problème. C'est que toutes les excuses sont bonnes pour donner un motif valable à ce genre de comportement, alors qu'en fait, c'est juste des psychopathes qu'il faut exterminer. Je veux dire, le mec qui se balade encore une fois avec ça, c'est pas normal et la seule chose à faire, c'est de l'exterminer. Point barre. T'as rien à faire en France, dégage. Merci. Et d'ailleurs,
Au vu des propos que vous avez tenus, Madame Garnier, soit vous retirez vos propos et vous demandez des excuses. Vous avez dit, vous avez armé le bras. Vous avez armé le bras, vous l'avez dit. Soit vous retirez cela, soit c'est devant les tribunaux que vous aurez à répondre de propos diffamatoires, injurieux et inadmissibles. Et le pire, regardez bien son visage, c'est qu'elle est contente en disant ça, parce qu'elle se sent applaudie, elle se sent soutenue par sa gauchiasserie de merde là, et elle se sent soutenue, parce qu'elle sait que les autres, ils vont pas se rebeller, c'est des bons petits toutous, tu vois. Ils mangent tous dans la même gamelle, donc forcément, ils applaudissent. Et l'autre, elle est contente. Vous avez dit ça, maintenant vous vous excusez, ou je vous défonce. Vous allez avoir la punition. Voilà, on est à l'école. C'est la maîtresse de classe, et elle est... Clairement, ses petits chouchous, et puis les petits fils de pute qui ont le droit de fermer leur gueule. Et s'ils ouvrent leur bouche, on les pulvérise. Donc s'ils ouvrent leur bouche pour soutenir le mouvement, les petits préférés de la classe, et puis surtout l'idéologie de la classe, ça va. Par contre, si ces petits fils de pute-là, ils ouvrent la bouche pour sortir des trucs d'extrême droite, alors là, c'est fini. Alors là s'ils disent les faits, s'ils disent les termes, c'est fini. C'est extrême droite, c'est cartouche. Voilà, on en est là. Et regardez son petit plaisir, c'est un truc de dingue. Et vous demandez des excuses. Vous avez dit, vous avez armé le bras. Vous avez armé le bras, vous l'avez dit. Soit vous retirez cela, soit c'est devant les tribunaux que vous aurez à répondre de propos diffamatoires, injurieux et inadmissibles. Alors, vous terminez votre question. Je pense qu'ici, personne n'y répondra parce que vous ne méritez pas de réponse, mais retirez ce que vous avez dit et présentez vos excuses. Personne ici n'y répondra parce que vous ne méritez pas de réponse. Et en plus, il va falloir que vous présentiez des excuses pour avoir posé cette question. Non mais on marche littéralement sur la tête, le monde. Mais il y a une maladie. Cette maladie, on n'a pas l'antivirus. Et là, on en voit les symptômes. Là, on est sur un niveau de putréfaction. Là, tu as les furons qui sont en train d'exploser, tu as la peau qui se détache. Là, tu as le lépreux qui est sur le point de crever. Là. Et le lépreux actuellement, dans le monde, c'est la France. On est le lépreux du monde. Et voir ce qui s'est passé quand il y a eu des pandémies de lèpre, c'est pas beau à voir. Et je pense que l'avenir ne va pas être beau. Vraiment pas. J'aimerais terminer mon intervention. Présentez vos excuses. J'aimerais terminer mon intervention. Non mais c'est de la tyrannie. Hein. Dire, elle aurait la machette, elle la menacera avec. C'est genre, on va te laisser poser ta question, personne n'y répondra parce que tu ne mérites pas, et ensuite tu présenteras des excuses. Elle commence à ouvrir la bouche. Présentez des excuses, Kamehameha. Non mais, oh. J'aimerais vous terminer mon présentez vos intervention. excuses. Mais qui a à dire quoi? J'aimerais... En fait, elle lui dirait « ferme ta gueule, fils de pute, ferme ta gueule, fils de pute, ferme ta gueule, fils de pute », c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Terminer mon intervention. Vous présentez vos excuses. Et en plus, il lui coupe le micro, puis t'as les mecs derrière. Ah, tu vas dire quoi? On se croirait au ghetto. De toute façon, c'est la France du ghetto. Ils sont en train de ghettoiser la France. C'est devenu le Brésil, le Venezuela, le Mexique, le Congo, tout ce que tu veux. Là, c'est en train de devenir vraiment le bordel en France. Et c'est représentatif de... Là, ce qui se passe, là, c'est représentatif de ce que c'est en train de devenir. C'est gangréné jusqu'au bout. Tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? Ferme ta gueule. C'est lunaire. C'est lunaire. Je continue. Maire du 14e arrondissement, qui dans une interview télévisée a répondu à côté du sujet, digressant sur les très beaux équipements sportifs qui bordent le périphérique, avant de conclure que tous les moyens sont mis en place pour lutter contre l'insécurité, mais que cela n'avait pas suffi. Nous arrêtons les questions d'actualité. Il est absolument inadmissible, inacceptable de se faire insulter, comme vous venez de le dire, de nous faire traiter d'assassins, d'avoir armé le bras d'un assassin et de refuser de vous excuser. Eh bien, chère Madame Garnier, les propos que vous avez tenus, parce que ceux-là sont consignés, seront devant les tribunaux. Et vous aurez à en répondre. Et on en a terminé des questions d'actualité.
Voilà, globalement, c'était en fait, t'as pas le droit de parler, tu fermes ta gueule, fils de pute, tu t'excuses et surtout tu changes de sujet. Voilà, next, y a rien à voir, circuler. T'as pas voulu obéir, t'as pas voulu prendre en compte les menaces. On t'a coupé le micro, on t'a empêché de parler, on t'a dégagé, on t'a menacé. Tu veux aller à l'encontre? Bon bah, procès. Voilà, diffamation, ferme ta gueule. Voilà, mais next, truc de fou. Voilà, là c'est de la tyrannie, c'est de la dictature, on est dedans. George Orwell, 1984. Lisez ce livre, écoutez-le, regardez le film. Je sais pas, j'ai pas regardé l'adaptation, mais c'est une vieille adaptation. Peut-être qu'elle est fidèle, peut-être qu'elle ne l'est pas, mais écoutez au moins l'audio du livre, vous allez péter un câble. Franchement, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre et ce qui nous attend. On en voit les prémices, c'est en train de s'installer doucement, mais je pense que bientôt, on sera vraiment dans 1984. On a déjà un pied dedans, il manque plus que le deuxième. Et après, ça sera fini. Ce sera fini, en fait. Ils auront gagné. Truc de malade. Qu'est-ce qu'une fake news et de la désinformation? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, Le Monde, puisque ça a été titré par Le Monde, Elias résiste au vol de son téléphone, ça a été écrit, d'accord, et reçoit fatalement un coup de couteau. Le réel, donc quand on n'est pas dans le déni, dans la désinformation, dans le culte de la pensée et de la réécriture de la réalité, eh bien le réel, c'est Elias a évidemment tout de suite donné son portable à ces deux racailles connus de tous et a reçu un coup de machette. Couteau, machette. Tu vois, je te remonte l'image, hein, histoire que, tu vois, couteau, hein, tous les couteaux que tu veux, bref, un couteau, il y en a plein, voilà, des petits couteaux, des gros couteaux, et machette. Voilà, machette. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la fake news. C'est que les médias sont tellement corrompus qu'ils n'hésitent pas à se foutre de la gueule des gens et surtout des victimes et des familles des victimes. C'est complètement dingue. Hein. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc perçu par l'imaginaire collectif comme un instrument de mort particulièrement sauvage, la machette se différencie d'un couteau, ou du couteau, par un supplément de brutal, d'archaïque et de tribal. Ça marque les esprits. La machette, ça n'a rien à faire dans une rue, ça n'a rien à faire sur un civil français. On n'est pas dans un truc brutal, archaïque et tribal. La France, c'est pas ça. Enfin, c'est pas censé être ça. Sauf que là, on est en train de tomber dedans. Et clairement, c'est un outil qui a été utilisé par les cartels, hein, et qui a été utilisé par les chefs de guerre, les seigneurs de guerre. Voilà, je cherchais le mot. Les seigneurs de guerre. C'est vraiment typique du Sud, tu vois. J'ai pas envie de pointer une population particulière, mais vous avez compris l'idée. C'est brutal. Il y a des massacres tous les jours à la machette. Et c'est en train de se produire en France, et évidemment, on ne veut pas que ça se sache. Parce que derrière, effectivement, ça veut dire qu'il y a des coupables, et les coupables, c'est ceux qui ont armé, qui ont permis ça. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de réagir et surréagir comme ça. Il ne faut pas du tout qu'on rapproche la machette à leur politique. Absolument pas. Attention, il ne faut pas du tout que ça se passe. Donc effectivement, quand tu essaies de dire les termes, tu te fais pulvériser. Voilà. La machette est aussi un outil de règlement de compte. Plus aucune ville de l'Hexagone ne semble être préservée par ces longues lames incurvées, particulièrement dévastatrices. Ce n'est pas pour rien que les délinquants se massacrent, même entre eux, à la machette. Ainsi, en avril dernier, à Saint-Nazaire, cocktail de coups de feu et de coups de machette lors d'une descente punitive sur un parking du centre commercial d'Océanis. Voilà, l'idéal du seigneur de guerre. Cette valorisation de la machette comme arme ultime, c'est l'arme ultime pour les seigneurs de guerre, pour les règlements de compte, pourrait aussi trouver son origine dans la glorification des seigneurs de guerre africains par une partie de la jeunesse immigrée ou d'origine immigrée. M23 au nord Kivu, miliciens congolais ou encore islamistes du mouvement Boko Haram, les exemples ne manquent pas dans l'histoire et l'actualité, entre parenthèses africaine, où la machette a fait figure d'objet sacré. C'est carrément un objet sacré. C'est-à-dire, c'est une arme de massacre, c'est un objet sacré. Voilà, c'est la machette, on le glorifie comme un objet sacré. Bon. Chez nous, c'est plus les saintes croix, les trucs comme ça. Bah non, chez eux, c'est la machette. C'est complètement dingue. Démonstration de puissance sanguinaire. C'est l'objet sacré de la démonstration de la puissance sanguinaire. Voilà, c'est la machette.
la machette dispose de tous les atouts pour séduire les jeunes délinquants en quête de figures auxquelles s'identifier. Voilà. Bon, quand ils n'ont pas de machette, ils sortent avec des katanas. Quand ils n'ont pas de katana, ils sortent avec des épées, des battes de baseball, tout ce qu'ils trouvent en fait. De toute façon, tout est bon pour faire le mal. Mais vraiment, enfin, ce qui me choque, c'est vraiment les médias qui sont en train de faire de la désinformation et surtout de la minimisation des faits. On minimise l'impact de ce qui s'est passé en réduisant la taille des armes qui ont été utilisées ou la puissance, l'impact psychologique. On réduit, en fait, on passe d'un objet sacré dans certaines communautés comme une arme sanguinaire, etc., à un couteau banal que chacun a dans sa cuisine, que chacun utilise tous les jours pour couper sa nourriture. Enfin voilà, c'est un objet du quotidien. Ah bah mince, c'est dommage. Il avait un couteau. mais voilà, c'est ça. C'est la culture de la censure, de la désinformation. On est en plein dedans. Du Nigeria au Stade de France, la machette est parmi nous. Merci de le dire. Le témoignage de la star du MMA, Paddy Pimblett, je ne connais pas, a choqué le monde entier quelques jours après les événements du Stade de France. Alors que les langues commençaient à se délier, le sportif britannique se confiait sur RMC. En sortant du stade, il y avait de grandes meutes. Certains avaient des armes, des couteaux, des machettes et des barres de fer. Voilà. Bon, quand ils n'ont pas d'armes contendantes, tranchantes, ils prennent des armes contendantes. Bon. Comme je l'ai dit, tout est bon pour faire le mal. De grandes meutes qui agressent des supporters de foot à la machette. Est-ce là le prix de 30 années d'immigration incontrôlée? Ça, c'est une bonne question. Et c'est une question qu'on devrait poser à ces gens-là, qui sont dans le déni et dans l'excuse. Mais quand on ose effleurer, parce qu'on ne la pose pas, on effleure la question. Vous avez vu ce qui se passe? Vous avez vu cette dinguerie, cet acharnement? On dirait vraiment qu'on lâche les pites, quoi. C'est ferme-la, fils de... Je te détruis et tu vas t'excuser. Voilà, c'est ça. C'est ce qui vient de se passer dans cette vidéo-là. Je vous laisserai regarder la fin. Complètement délirant. Et on a quand même Pascal Praud qui a réagi sur cette news. Sur ces news, mais sur cette news. Vous allez voir, voilà. Merci à lui quand même de dire les faits. Municipal. Cette séquence traduit la psychologie de Madame Hidalgo, pour qui la liberté d'expression s'arrête à ceux qui partagent son avis. Anne Hidalgo incarne le sectarisme, l'arrogance, le ridicule et, disons-le, une forme de bêtise en politique. Je la regardais hier pointer du doigt Madame Garnier et je me disais que cette attitude de cours d'école reflétait la médiocrité de la maire de Paris, incapable de construire un argument sans sortir de ses gonds. Il reste une année de souffrance aux Parisiens avant que Madame Hidalgo retrouve un anonymat duquel elle n'aurait jamais dû sortir. Convenons que le plus dur est passé. Ouais, pauvre Parisien, le plus dur est passé, mais il reste encore un an à tenir, d'accord? Et malheureusement, on a des personnes qui n'ont absolument rien à faire au pouvoir. Ils sont assis sur des chaises qu'ils ne devraient même pas effleurer du bout du doigt, même pas en rêve. Même le regarder, ça devrait être interdit pour ces gens-là. Et pourtant, ils siègent sur des postes à responsabilité très élevée qui ont des conséquences sur les vies de tout le monde et qui, parfois, mènent à la mort d'enfants, même de jeunes adultes, ou même d'adultes, ou même de très vieux adultes. Vous avez compris, hein, tout le monde peut y passer. Parce qu'ils refusent d'admettre que leur politique laxiste sur ce qui se passe actuellement est trop laxiste. Ça manque de fermeté, ça manque de justice, et le fait de ne pas vouloir emprisonner des criminels et de dire c'est pas bien, faut pas recommencer et ça suffira, c'est pas possible. Et à un moment donné, c'est sanction, c'est justice, justice, justice. Et là, ce qu'ils font, c'est tout le contraire. Et la réaction qu'elle a eue, effectivement, comme il le dit, c'est vraiment une réaction de cours d'école, hein, enfin de classe. C'est la maîtresse avec les élèves. Et puis, la maîtresse, elle punit les élèves qui sont pas bien, qui font pas bien le boulot, qui parlent, qui vont pas dans le sens de la classe, qui ne respectent pas le programme. Voilà, c'est ça. Ils respectent pas le programme. Donc, on tape dessus.
Et puis on va te mettre une punition, conseil de classe, conseil de discipline, avec le mot pour les parents, et puis voilà, hein, on va te défoncer ta gueule. Voilà. Moi je suis content qu'il ait parlé, Pascal Praud, parce que là franchement, il faut remettre l'église au centre du village, et malheureusement on a un village qui est complètement pourri. Hein. Clairement, est-ce qu'il reste une église au moins à remettre au milieu du village, ou est-ce qu'il reste un village, tout simplement? Ça devient compliqué. Ah voilà, c'est Elias qui est mort, 14 ans, assassiné par des gens qui l'ont racketté, qui ont pris son téléphone et qui lui ont mis un coup de machette dans le thorax. C'est complètement dingue, et pourtant c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Et ça, on refuse de l'admettre. On refuse de dire oui, effectivement, on est un petit peu trop laxiste avec ce qui se passe. On devrait peut-être recontrôler un peu plus nos frontières, on devrait peut-être mettre des limites, on devrait peut-être faire en sorte que ça n'arrive plus. Bon, bah, on n'y est pas, hein, on n'y est pas. On a aussi... On a aussi du coup l'avocat des parents d'Elias qui ont décidé de s'exprimer et de dénoncer des faits via l'avocate. Ça se passe sur RMC, on va écouter ça, vous allez voir, c'est aussi intéressant, ça dure 1 minute 30, je vais essayer de ne pas la couper. La mort d'Elias n'est pas un fait divers, et ils insistent là-dessus. C'est le témoignage direct que aujourd'hui le système ne fonctionne pas. Oui, parce que, je coupe 10 secondes, mais c'est des faits divers. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est morte, un jeune homme de 14 ans qui s'est fait découper à la machette, c'est un fait divers. C'est circulé, rien à voir. Et des cas comme ça, il y en a certains qui popent dans les médias, il y en a certains, on le sait, on l'apprend la nouvelle, mais il y en a beaucoup où c'est des faits divers. C'est à la dernière page du journal, personne n'en entend parler, et pourtant, c'est des atrocités, c'est des barbaries, c'est des cas qui ne devraient pas se produire et qui se produisent parce que la politique actuelle est pourrie, tout simplement. Et c'est des faits divers. Non, ce n'est pas des faits divers, c'est un meurtre. C'est des meurtres qui sont inexpliqués, qui sont intolérables et qui ne devraient pas être admissibles. Parce que le truc, avant d'aller plus loin, le truc c'est que c'est souvent des personnes qui sont déjà connues des services de police, qui ont déjà été appréhendées pour des faits de violence, pour des faits de vol, d'agression, de viol, etc. Et on leur met une petite tape derrière l'oreille et on les relâche. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, puis après ça monte en puissance. Et au bout d'un moment, tu t'étonnes qu'il y a des faits divers. Des meurtres, des agressions, des trucs complètement dingues, surréalistes. Et c'est souvent des gens qui sont connus des faits des services de police. Je veux dire, il y a un moment donné, non. Non. Il faut arrêter. Seulement, il faut arrêter. Qu'il faut le reprendre, mais il faut le reprendre peut-être et le repenser totalement autrement. Le repenser aussi côté victime et pas que côté auteur, parce qu'on fait beaucoup d'éducation au niveau des auteurs des faits. Mais il faut aussi se mettre à la place des victimes. Parce que les victimes, face à des drames comme ça, elles aussi, elles prennent perpétuité, entre guillemets. Et les victimes, la liste s'allonge presque tous les jours. Il y a 3 semaines, c'était donc Elias. Depuis, il y a eu d'autres agressions. Bobigny, Bagneux, alors pas des morts, mais des blessures graves. Cette semaine, c'est Louise. Blanche. Oui, par arme blanche. Cette semaine, c'est Louise, 11 ans, qui a été tuée par un jeune homme de 23 ans. J'imagine que ces drames, tous ces drames rajoutent encore un peu plus à la douleur des parents d'Elias, qui est déjà immense. Ça rajoute à la douleur des parents, mais ça active leur combat aussi. Leur combat, ouais, exactement, en fait. C'est pas des gens qui... C'est ça, c'est toujours retirer cette puissance, en fait, et cette volonté d'avancer dans votre douleur et au service des autres. Voilà, c'est des gens extrêmement empathiques, et je pense que vous le mesurez à travers le communiqué qu'ils ont rédigé. Voilà. C'est la liste qui s'allonge tous les jours. Voilà, c'est la liste. Elle est là. Entre guillemets. Et les victimes, la liste s'allonge presque tous les jours. Il y a 3 semaines, c'était donc Elias. Depuis, il y a eu d'autres agressions. Bobigny, Bagneux, alors pas des morts, mais des blessures graves. Cette semaine, c'est Louise. Blanche. Oui, par arme blanche. Cette semaine, c'est Louise, 11 ans, qui a été tuée par un jeune homme de 23 ans.
J'imagine que ces drames, tous ces drames rajoutent encore un peu plus à la douleur des parents d'Elias, qui est déjà immense. Les parents prennent perpétuité, pour de vrai. Enfin, je veux dire, quand tu as un meurtre, même une agression, mais quand tu as un meurtre qui est inexpliqué, hein, je veux dire, tu te balades dans la rue, tes enfants se baladent dans la rue, ils se font fumer par un gars qui sort de nulle part, avec une machette, un couteau, ce que tu veux. Mais c'est fini, en fait. Tu peux mettre n'importe quelle justice, de toute façon. À la limite, la justice, ça va juste servir à soulager les familles des victimes, mais elle ne te rendra pas la victime. Et quand il y a un meurtre, c'est toute la famille qui prend perpète. La punition pour la famille et l'entourage, c'est même pas quantifiable. Et quand tu vois que des enculés, des fils de pute qui sont là, qui arrivent, qui mettent des coups de couteau, des coups de machette, ils s'en sortent avec 1 an, 2 ans, 3 ans de prison. Des fois, ils s'en sortent vice de procédure. Mourmelon, là, je vous ai parlé dans une autre vidéo, dans celle où je parlais de Owen et de la petite Louise. Je vous ai expliqué qu'il y avait un jeune homme de 17 ans qui s'est fait tuer par 34 coups de couteau dans le parc, à 300 mètres de chez moi. D'ailleurs, ce jour-là, j'étais pas loin, j'étais dans la décharge publique qui était juste derrière. J'étais en train d'amener des trucs avec mon père. Quand j'ai vu les flics débouler, moi en plus, à l'époque, j'avais comment on appelle ça, j'avais un truc sur le nez avec le bonnet, tout le bordel. On voyait quasiment pas mon visage, ça faisait limite terroriste. Les flics, franchement, je comprenais pas, ça sortait dans tous les sens. Les flics me regardaient comme si j'avais tué quelqu'un, et pour le coup, ils cherchaient vraiment quelqu'un qui avait commis un crime. Mais dans la procédure, il y a eu un vice de procédure, et les 2 suspects, qui étaient finalement les 2 auteurs de ce crime, sur les 2, il y a une personne qui est sortie parce qu'il y avait un vice de procédure. Un truc de ouf. Alors le tueur, lui, a choisi, et il a accepté son sort, et il a accepté qu'il avait fait de la merde. Il est resté incarcéré. Par contre, l'autre, celle qui avait tout fomenté, enfin, celle qui avait monté le coup et qui avait organisé le meurtre, elle est sortie. Alors après, je ne sais pas si elle est retournée en prison ou pas, mais en tout cas, vice de procédure, elle est retournée en liberté. Moi, ça me dépasse tout ça. Moi, franchement, la justice française, elle est aux fraises. C'est de la merde. Vous tapez meurtre, Mourmelon-le-Grand, Bois des Sœurs, vous allez tomber sur l'histoire et vous allez voir, c'est lunaire. La famille, dans son deuil et dans sa quête de justice, a rarement la justice qu'elle mérite en France. Rarement, voire quasiment jamais. Donc voilà, c'est très très grave. C'est très très grave. C'est une grande vidéo, hein. À la base, on part sur voilà, Orwell. On part sur la réalité de ce qui se passe actuellement avec la politique. On voit clairement que ce sont des chiens de garde du narratif étatique, hein, de cette France gauchisée. Et on voit les traits de caractère de ces personnes qui sont à bout. Enfin, je veux dire, quand elle pète un câble. Elle pète un câble, cette Anne Hidalgo. Elle pète un câble. Tu as toute l'Assemblée qui est à côté d'elle qui pète un câble aussi, qui s'acharne sur une personne qui ose dire les termes. Et quand tu vois le niveau d'agressivité, tu sais qu'ils sont un peu, tu vois, mentalement, ils sont pas bien. Il y a un truc qui va pas, ils savent que ça va pas, et ils sont à bout. Enfin, je veux dire, quand tu as des traits de caractère comme ça, généralement, tu es qualifié de psychopathe. Je n'irai pas jusqu'à les insulter de psychopathe ou d'accuser quoi que ce soit, mais vous avez compris l'idée. C'est des profils psychologiques qui sont généralement associés à des niveaux de psychopathe. Voilà. Après, vous faites votre propre jugement, évidemment. Ce que je dis, ça n'engage que moi, mais voilà. Enfin, c'est complètement dingue. On va écouter cet autre extrait et après, on va se quitter là-dessus. Parce que la vidéo commence déjà à être longue et ça commence à m'énerver en fait de voir toute cette gauchiasserie qui amène à des morts inexpliquées. Sans la machette. Pourquoi vous ne l'aviez pas entendu? Parce que les journalistes n'ont pas voulu le rapporter. Et qui l'a rapporté? Le mot machette. Ce sont les parents d'Elias dans un communiqué. Et j'ai là, les parents du jeune Elias encouragent, j'ai là la dépêche de l'AFP pour vous dire le monde dans lequel nous vivons. L'AFP hier, après que les parents ont communiqué
écrit ce qu'il s'était passé. L'AFP a fait une synthèse de la lettre des parents d'Elias et ils n'ont pas mis le mot machette dedans. Volontairement ou pas, inconsciemment ou pas, l'AFP, première agence de presse française, par une autocensure, parce que je connais les journalistes par cœur, c'est même pas un directeur de rédaction qui dit qu'il ne faut pas mettre le mot machette. C'est le journaliste de lui-même qui enlève le mot machette. Non, mais de toute façon, les journalistes qui sont embauchés dans ces rédactions-là, ils ne sont pas embauchés pour le plaisir. Ils sont embauchés parce qu'ils remplissent des cases. Ce sont déjà des bons petits toutous du système. Il n'y a pas besoin de leur dire quoi faire. Ils ont déjà le collier, ils ont déjà la laisse au cou. Et ils savent quoi faire. Ils savent comment faire plaisir au même maître. Ils savent donner la papate pour avoir le sucre. Donc, l'autocensure, c'est normal chez eux. C'est symptomatique. S'ils étaient embauchés pour dire la vérité et faire un vrai travail de journalisme, en France, on n'en serait pas là. Et même dans le monde entier. Et l'AFP, quand tu vois ce qui est en train d'éclater avec l'USAID, le truc qui est en train d'être démantelé aux États-Unis avec cette intrication, ce réseau tentaculaire de fonds qui partent faire de la corruption, de la censure, etc., à droite à gauche, qui financent des trucs de dingue, qui blanchissent de l'argent. Enfin, cette histoire commence à prendre une ampleur de dingue, et surtout on voit comment ça se passe réellement dans l'état profond. Quand tu vois comment ça se passe et que tu as la réalité en face, bon, tu sais que les médias français sont aussi corrompus. Hein. Je veux dire, ça, tout l'argent qui est envoyé là-dedans, ça arrive aussi dans ces agences de presse-là. Donc, je veux dire, ils ne sont plus indépendants, leurs propos sont tenus, et surtout, ils ont des lignes à ne pas dépasser. S'ils les dépassent, ils se font défoncer. On le voit avec C8, qui a osé dépasser un petit peu en invitant des personnes qui osent dire des choses déglinguées. CNews, je suis quasiment certain que ce sera la prochaine chaîne qui va sauter, parce qu'effectivement, eux aussi, ils osent dire les termes. Tu vois ce que dit Pascal Praud sur cette chaîne-là. Bon, ils n'ont pas le droit. En vrai, ils n'ont pas le droit. Ils dépassent les bornes. Et au bout d'un moment, ça va être sanction. Ça va être l'Arcom qui va tomber, il va dire boum, allez hop, c'est fini, hop, on va vous mettre une chaîne de merde à la place, il n'y aura pas d'audience, mais c'est pas grave, au moins vous fermerez vos gueules. Vous êtes des fils de pute, vous allez à l'encontre du système, fermez vos gueules. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est violent, c'est très violent, mais c'est la réalité du système. Et effectivement, comme il le dit, il s'auto-censure. Il n'y a pas besoin d'avoir une rédaction qui soit sur ton dos, qui te dise attention, hein, tel mot tu dis pas. Non, non, ils savent, ils connaissent les règles. Ils connaissent les règles. D'ailleurs, Anne Hidalgo le dit elle-même. Vous connaissez les règles, vous avez appris les règles, vous savez comment ça se passe ici. Hein, tu connais les règles, tu connais le règlement. Voilà, tu connais le règlement. C'est ce qu'elle a dit. C'est ses mots. Donc, effectivement, ils connaissent le règlement. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est le journaliste de lui-même qui enlève le mot machette. Pourquoi ? Parce que le mot machette est connoté culturellement. Voilà où nous en sommes dans ce pays. Et il faut décoder ça. Il faut décoder ça. L'espace médiatique ne veut pas entendre le mot machette pour Elias. Et donc ces journalistes de l'AFP ne font pas leur job, en fait. Parce que notre job... Ils parlent d'une arme quelconque. Voilà, oui, ils font pas leur job, parce que leur job, normalement, le journaliste est censé dire la vérité. Bon, on va regarder ça, on se quitte là-dessus, hein, parce que je trouve très intéressant, je l'ai mis en signé d'ailleurs. On va voir ce que le Monde a titré, et on va voir ce que les parents ont dit. On va voir la différence. Et on va se quitter sur cette différence, parce que je pense que cette différence, elle aura le dernier mot. Hein, c'est la réalité. Voilà. Donc, tu as le Monde qui a titré « Un adolescent de 14 ans tué à Paris après avoir résisté. » Résisté, d'accord. Genre, il ne s'est pas laissé faire. Les agresseurs sont venus, il a résisté. Ah, il n'aurait pas dû. Franchement, quel con. Hein, quel con. 14 ans, tu devrais savoir que quand quelqu'un t'agresse dans la rue, tu résistes pas. Tu te laisses faire, tu te laisses bolosser, victimiser, parce que sinon tu risques de mourir. Donc, il a résisté au vol de son téléphone. Oh, franchement, donne-le ton téléphone. Gros. 2 suspects mineurs en garde à vue. Bon, ils sont mineurs. Hein. Les mineurs en France, quand ils commettent un crime, bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Ils sont mineurs. Ils savent pas ce qu'ils font. Hein, ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont pas maîtres de leur corps. Ils sont pas maîtres de leur esprit. Donc, c'est des mineurs qui ont agressé quelqu'un et le malheureux a résisté. Voilà. Quel con. Le jeune est mort des suites d'un coup de couteau. Ouais, c'est un coup de couteau. Alors, apparemment, de ce que j'ai lu, l'entaille, elle est grande, elle est profonde, elle a fait un
un truc thoracique, je sais pas quoi, enfin un truc qui laissait aucune chance, même avec une intervention directe du SAMU, des urgences, de personnes qui soient qualifiées pour aider cette personne, il avait aucune chance. Coup de couteau, machette, tu vois, le truc sanguinaire violent. 2 mineurs âgés de 16 ans et 17 ans ont été interpellés. Le parquet a ouvert une enquête pour extorsion suivie de mort. Et on va regarder ce que les parents ont dit. Voilà, donc c'est le communiqué des parents d'Elias sur la réalité des faits. Sur la réalité des faits. Donc il y a une remise en question par les parents de la victime de ce qui a été dit dans la presse et dans ce qui a été dit par les autorités et puis par la politique. Toutes ces personnes qui aiment bien jacasser et faire de la récupération politique. Donc Elias aurait dû avoir 15 ans le 14 février 2025. Voilà. Donc il n'a pas eu cette chance. Elias n'aura jamais 15 ans, malheureusement, parce qu'il a résisté. Il a résisté. Il n'aurait pas dû. Non mais sans déconner. Né à Paris le 14 février 2010, Elias a été agressé à Paris le 24 janvier 2025. Donc c'était il y a quelques semaines pour nous maintenant, alors qu'il sortait, comme chaque vendredi, de son entraînement de foot au stade Jules Noël à Paris. Donc Elias a été agressé avec une violence inouïe par 2 mineurs décomplexés. D'accord. Donc on est juste... on passe de... Attends, on va retourner en arrière. Voilà, avoir résisté au vol de son téléphone. Donc le vol de téléphone, ça reste traumatisant pour une victime. Enfin, je veux dire, quand tu te fais agresser dans la rue et qu'on vient te voler tes biens, ça laisse un traumatisme. Et après, quand tu es dans la rue, je pense que tu regardes tout autour de toi et tu te dis qui c'est le prochain qui va essayer de me voler. Donc ça reste psychologiquement très dur. Mais bon, tu vois un peu la scène. C'est donne-moi ton téléphone, fils de pute, dégage, j'ai rien à voir, tu vois. Et tu passes de ça, de cette scène que je viens de te décrire, à agressé avec violence inouïe par 2 mineurs décomplexés qui déambulaient en toute liberté ensemble. Violence inouïe, décomplexée, bon bah, tu vois, c'est 2 poids 2 mesures. L'un armé d'une machette et l'autre d'une hachette. Enfin, voilà, c'est encore pire que ce que je pensais. C'est qu'en plus, ils déambulent en bande et les mecs avaient littéralement l'intention de fumer quelqu'un. Enfin, je veux dire, t'as un mec qui se balade avec ta machette, l'autre qui se balade avec une hachette. Quel genre de personne normalement constituée, avec une psyché normale, tu vois, la normalité, quelle personne normalement constituée se promène avec une hachette et une machette? C'est quoi le but? Tu vas aller chasser le gnou? Tu vas faire quoi? C'est qu'il y a une intention de commettre un méfait, de commettre un crime. Donc à partir de là, tu arrêtes d'être dans le déni et tu les défonces. Tu les défonces, ces fils de pute. Tu vois leur machette. Tu vois leur petite hachette. Tu les retournes et tu leur enfonces bien profond dans le cul. Et tu n'arrêtes pas jusqu'à ce qu'ils crèvent, tu vois. Parce que ces connards-là, ces fils de pute, ils ont quand même tué un jeune homme de 14 ans, qui allait avoir 15 ans le 14 février 2025. Voilà. Et ces fils de pute, là, on est en train de diminuer les faits pour faire en sorte de dire, bah c'est bon, il avait un couteau. Machette, hachette, couteau. Foutage de gueule. Donc, si le motif de l'escroquerie de ces 2 jeunes était de récupérer le téléphone d'Elias, donc ça c'est le motif pour lequel ils auraient agressé ce jeune homme, ils ne se sont pas arrêtés là. Ah bah non, tant qu'à faire, on a une machette, on a une hachette, on va quand même s'en servir. C'est les jeux vidéo, encore une fois. Évidemment. Loin de s'en contenter, alors pourtant qu'Elias avait remis spontanément son téléphone portable. Voilà. Moi, je me fais agresser, je vois un mec avec une machette, un mec avec une hachette, je peux te dire que le téléphone, je lui donne même mon slip. Il n'y a pas de problème. Tiens, prends tout, frérot. Je repars à poil, il n'y a pas de problème. Laisse-moi juste en vie. C'est que du matériel, je m'en bats les steaks. Fais-toi plaisir, gros. Casse-toi. Fils de pute, casse-toi. Laisse-moi en vie. Donc le jeune, 14 ans, il donne son téléphone. Bah les mecs, ils l'ont quand même défoncé. Donc il était terrorisé à la vue des armes de ses agresseurs. Et moi le premier, j'ai les couilles de le dire, j'aurais flippé ma race. Même sans agression, je vois des mecs avec des machettes, enfin des armes tranchantes comme ça. Même sans me parler, je flippe. Tu vois, je me dis qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir du sang. Tu vois, il va y avoir des larmes, il va y avoir du cri, il va y avoir des boyasses. Je me casse. J'appelle les autorités et je me casse. Voilà.
Donc il a reçu un profond coup de machette et non un simple coup de couteau, comme il a été écrit. Voilà, comme ça a été dit dans la presse. La plaie a été d'une telle profondeur qu'elle reflète le comportement de toute puissance de ces deux mineurs. Elias a été intentionnellement frappé. Intentionnellement frappé. Hein, c'est pas juste parce qu'il a résisté à un vol. Oh, franchement, c'est pas bien done. Non. Ils l'ont défoncé. Ils avaient envie ils avaient envie d'en découdre, hein, de toute façon. Les mecs qui sortent avec ça dans la rue, c'est pas pour rien. Ok. Donc, ils l'ont intentionnellement frappé avec une machette qui a entraîné une plaie transfixiante thoracique avec des plaies artérielles et cardiaques. Donc, voilà. Les artères, le cœur, t'es mort. D'accord? Ok, t'es mort. Donc, engendrant une dégradation immédiate de son état clinique, Elias n'avait aucune chance de s'en sortir malgré la prise en charge du SAMU, des équipes de chirurgie, d'anesthésie et de réanimation de l'hôpital Necker. Donc, Elias est mort le 25 janvier 2025 à Paris. Et dans l'indifférence totale, en fait. Voilà, on s'en fout. On va pas régler le problème. On va pas régler le problème, au contraire. Si tu oses parler de ce problème, tu te fais défoncer comme c'est pas permis, comme on a pu le voir dans la vidéo. Voilà, la France est malade. La France a un putain de gros problème. C'est sur la sécurité, c'est sur l'économie, c'est sur la politique, c'est sur l'industrie, c'est sur l'économie, c'est sur la santé, à l'hôpital, etc. Enfin bref. C'est un pays qui est en train de pourrir, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est une pomme qui aurait pu devenir un bel arbre, qui aurait pu donner des beaux fruits, et au lieu de ça, on l'a laissé pourrir, et on est en train de le presser. Là, ce qu'on est en train d'avoir, c'est un jus putrifié, voilà. Et c'est ce qui reste là, il reste presque plus rien. C'est du jus de merde qui coule, voilà. Vive la France. Il y avait un truc que je voulais vous montrer juste avant, parce que c'est lunaire aussi, hein. Voilà, donc je vous pose une question. J'aimerais savoir comment les parents d'Elias affirment que les médias ont menti ou au moins ont diminué l'importance des faits par rapport au couteau. Hein. Je vous rappelle que Elias s'est fait défoncer la tronche à coups de machette, que le deuxième avait une hachette et que les médias ou les journaux ont dit que l'enfant avait refusé de donner son téléphone, hein, il avait résisté à ce racket et que donc les agresseurs l'ont gratifié d'un coup de couteau. Comment les parents ont-ils fait pour assister à la scène sans y assister? Et comment font-ils pour affirmer que les médias ont menti et que les faits ne sont pas tels qu'ils ont été décrits? Comment c'est possible? Il y avait un témoin. Il y avait un témoin de la scène, vous allez voir. Un ami de la victime présent au moment de l'agression a prodigué à Elias les gestes de premier secours et a permis d'identifier les agresseurs. Donc il y avait un témoin. Donc les médias avaient le témoin, la police avait le témoin, ils ont recueilli le témoignage et ils ont quand même déformé la réalité en disant qu'Elias avait refusé de donner son téléphone, ce qui n'est pas vrai, et qu'Elias avait pris un coup de couteau, alors que ce n'est pas vrai, il a pris un coup de machette dans le thorax et section de l'artère et cardiaque. Enfin, c'est... Voilà. Il y avait un témoin. Ok, il y avait un témoin. Donc ça reflète bien le problème de notre société avec le mensonge, la censure, la désinformation. Et les médias sont les premiers acteurs de tout ça. Hein. Les médias qui sont censés défendre les citoyens et être le contre-pouvoir du pouvoir établi, bien, ils sont carrément dans la gamelle de l'État, du pouvoir, et ils mangent tous à la même table et ils racontent tous le même narratif, quitte à raconter des conneries. C'est un truc de fou. Et là, quand tu regardes, les jeunes suspects avaient déjà été identifiés, arrêtés une première fois et sous l'effet d'une mesure de justice pour mineurs. Et cela n'a pas suffi, évidemment. Ah mon Dieu, tous les deux avaient interdiction de rentrer en contact l'un avec l'autre. Donc les deux jeunes, celui qui avait la machette et celui qui avait la hachette, avaient interdiction de se regrouper. Parce qu'à mon avis, dès qu'ils étaient ensemble, ils faisaient des conneries. La preuve, ils ont buté quelqu'un. Un jeune de 14 ans. Le problème, c'est que les familles vivaient dans la même résidence. Donc, tu interdis à des jeunes de se regrouper, parce qu'ils sont potentiellement dangereux ensemble, mais ils sont dans la même résidence. Du coup, il y a un policier qui dit, enfin, certains policiers qui ont dit, on laisse faire en espérant que les choses se passent bien. Hein, on croise les doigts, en croisant les doigts. D'accord, ça a été dit, c'est les paroles d'une personne. Ce n'est pas possible, on ne peut pas attendre que ces jeunes basculent dans l'irréparable. Bah, visiblement, si, on attend. On attend. Hein. On dit,
Franchement, on leur avait dit de pas faire de conneries. On leur avait mis une petite tape derrière la tête, hein. On n'y peut rien, nous. On avait fait le nécessaire. On a fait des flyers, on a fait des petits autocollants, on a fait de la pédagogie. Hein, on leur a dit de pas faire des conneries. Que les couteaux, c'était pas bien. Que les agressions, c'était pas bien. Que tuer, c'était pas bien. On leur a dit, ils le savaient. Que voulez-vous qu'on fasse de plus? Voilà, ça, c'est le discours officiel, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. C'est de la gauchiasserie pourrie, c'est des fils d'up. Tu vois, c'est de la merde. Et ça contribue à ce genre de situation. Et ça contribue au fait que toi, moi, n'importe qui dans la rue, demain, on peut se faire agresser. On peut finir nos jours dans la même situation. On se fait agresser, on se prend un coup de couteau, on se fait défoncer. Et on crève comme ça de manière injustifiée. Dans l'indifférence la plus totale. Et parfois même dans le mensonge. Complètement dingue. Pour se quitter, on va finir là-dessus. Donc on est sur un post sur LinkedIn d'une personne qui poste la photo et qui raconte l'histoire d'Elias, 14 ans au moment des faits. Il a succombé quelques jours avant son anniversaire, malheureusement. Et donc, il a été assassiné, poignardé en plein Paris par 2 racailles multirécidivistes, d'accord, qui ont tenté de lui voler son téléphone à Paris. Et devenu fou, c'est devenu un enfer. Bref, regardez les commentaires. Est-ce bien raisonnable? D'accord, ça pue le gauchiste à plein nez. Est-ce bien raisonnable qu'un parent offre à son enfant, un préadolescent, un smartphone dont la valeur avoisine les 1500 €? J'ai envie de dire fuck. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on s'en fout de la valeur du téléphone? Ça pourrait être un téléphone à 10, 15, 20 000 balles ou 150, 200, 300 €. Ça change quoi? Tout le monde aujourd'hui a un téléphone. Tout le monde. D'accord? J'ai même envie de dire c'est tellement banal que je comprends même pas que ça soit encore des trucs qu'on vole. Alors certes, ça se refourgue très facilement. Je te pique ton téléphone, hop, j'arrive à le déverrouiller. Bon, allez, je te le vends 50 balles, c'est 50 balles gratos. D'accord? C'est facile, je suis d'accord. Mais à quel moment ça justifie la valeur du téléphone, ou même l'objet, un meurtre, une agression, un vol? À quel moment? À aucun. Donc, avoisinant les 1500 € sans se soucier à qui on peut avoir affaire dans la vie. Sous-entendu, il fallait pas que les parents offrent à leur enfant un téléphone d'une valeur de 1500 € sous peine de se faire agresser parce qu'on ne sait pas à qui on va avoir affaire dans la rue. Techniquement, dans la rue, les gens qu'on croise, ce sont des citoyens. Ce sont des gens comme vous et moi. Ce sont des gens qui, normalement, se déplacent pour une raison X ou Y, mais qui vont d'un point A à un point B. Ils ne sont pas censés arriver devant toi, t'agresser et te fumer. D'accord? Donc, normalement, tu n'es pas censé te soucier des gens qui sont autour de toi. Tu es juste censé aller d'un point A à un point B. Point. Ça va pas plus loin. Quelle que soit la valeur de ce que tu portes, une belle montre, un beau téléphone, un beau veston, bref, faut arrêter. Faut arrêter d'excuser, de trouver des circonstances qui font que t'en es arrivé là. D'accord? Et donc, que cet objet ait pu susciter l'envie, la jalousie via des personnes qui sont multirécidivistes, sans état d'âme ni amour-propre. Sous-entendu, c'est de la faute des parents. Ils n'avaient qu'à pas lui offrir un téléphone à 1500 boules. Non mais... Après, t'en as un qui dit son portable ou parce qu'il était juif. Bon, potentiellement, on ne sait pas. Hein, on connaît pas, comme j'ai déjà dit, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens et ce qui les motive réellement. Ils peuvent vous dire quelque chose et en fait penser autre chose. Et potentiellement, on ne saura jamais vraiment ce qui a motivé ces gens à tuer ce jeune garçon. Voilà. C'est ça la réalité. C'est peut-être un téléphone, c'est peut-être une ethnie, c'est peut-être juste je sais pas. Un pétage de câble. C'est juste des fils de pute complètement tarés qu'il faut exterminer. Je sais pas. Malheureusement, cela ne concerne pas Paris, mais la France entière. Et malheureusement, c'est le cas. Parce que là, tous les faits divers, tous ces meurtres, c'est partout en France. C'est partout. C'est pas seulement à Paris. C'est partout. Si les médias, si les journaux faisaient vraiment le relais de tout ce qui se passe, au lieu de les reléguer au fond de la classe avec les faits divers, je pense que la France elle se serait déjà soulevée depuis un moment. La justice est criminelle car elle ne protège pas les innocents au nom de l'idéologie de gauche. Merci, effectivement, c'est ce que je pense. Ensuite, on a si les forces de l'ordre étaient assignées à des tâches autres que réprimander les mecs mal garés, ce qui est vrai, hein, tu te gares mal, c'est 135 € d'amende, c'est voilà, tu fais une petite infraction, tu roules 1 km/h au-dessus, t'es un criminel. Voilà, t'es un criminel, t'es un odieux criminel.
il y aurait peut-être moins d'agression, hein. Effectivement, s'il y avait un peu plus de sévérité dans la justice, hein. C'est même pas le fait de contrôler. C'est le fait que quand tu attrapes un criminel, tu le défonces. C'est un fils de pute, t'es un fils de pute. Point. Il n'y a pas de oh bon bah c'est un fils de pute, on va essayer de lui trouver des circonstances atténuantes, des circonstances à ce qu'il a fait pour éviter qu'il ait une sanction de fils de pute. Non, c'est un fils de pute, tu l'encules. Point. Voilà. Si les frontières terrestres et maritimes étaient mieux gardées, bah, effectivement l'immigration ça aide pas, hein, surtout l'incontrôlée. Bon, bah, faut pas s'étonner s'il y a des machettes enfin, des cultures de la machette, hein, des objets de glorification sanguinaire qui commencent à transiter d'un pays à un autre. Et à un moment donné, si t'as pas de frontières, si t'as pas de sélection, bah forcément, tout ce qui est mauvais d'un pays va arriver dans un autre. Il n'y a pas que le bon qui arrive malheureusement. Voilà. Mais non, ils ont décidé de virer les douaniers. Il faut bien faire circuler la drogue et l'argent, donc les gros billets sans encombre. La France est devenue le Far West où les délinquants ne sont pas inquiétés. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, bah, tu vois ça veut dire qu'il y a conflit d'intérêts. Si on voulait faire disparaître la drogue, on l'aurait fait depuis longtemps. C'est juste qu'en fait, ça rapporte des gros billets, effectivement, à certaines personnes. Quel que soit le niveau où ces personnes sont placées, il y a forcément des gens qui en profitent. Si on voulait arrêter tout ça, on l'arrêterait, mais sur le champ. Tu vends de la drogue, on t'exécute. Tu consommes de la drogue, on t'exécute. Bon, d'un coup, il n'y a plus de problème de drogue. Hein, d'accord ? C'est soit tu vas te faire soigner tout de suite sur le champ, soit on t'exécute. Voilà, c'est radical. Il n'y a plus de drogue en France. Il n'y a plus de drogue. C'est aussi simple que ça. Donc faut arrêter faut arrêter la gauchiasserie, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, faut arrêter de se mentir, faut regarder les faits en face, faut être lucide et faut arrêter ces conneries de merde, hein, ce mensonge, ce règne orwellien, ça, faut arrêter ça, faut le faire disparaître. Ça. D'assassin, d'avoir armé le bras d'un assassin et de refuser de vous excuser. Eh bien, chère Madame Garnier, les propos que vous avez tenus, parce que ceux-là sont consignés, seront devant les tribunaux. Voilà, ça c'est ce qu'on te montre, hein, et comme je le répète et je vous le remontre, ça c'est ce qu'on a vu. Hein. Présentez vos excuses. J'aimerais terminer mon intervention. C'est quoi cette question? J'aimerais vous terminer mon présentez intervention. vos excuses. Mais qui a à dire quoi? Mais qui a à dire quoi? J'aimerais terminer mon intervention. Vous présentez vos excuses. Voilà, bon, bah, vous avez compris l'idée. Moi, personnellement, je suis déconnecté, dégoûté de la politique. Hein, clairement, j'ai aucun soutien pour aucun de nos élus. Mais pour le coup, elle, je la soutiens parce que là, ce qu'elle vient d'encaisser, c'est dur. À mon avis, elle va pas trop s'en remettre. Là, cette personne-là, elle a pris cher au nom de la vérité, au nom de ce qui se passe réellement. Et pour le coup, ça va être une victime du système. Vous voyez, si vous vous mettez contre le système, vous vous faites broyer par le système. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a une France qui est complètement pourrie, gauchisée à mort. C'est que tous ceux qui ont essayé de se mettre en face de ça se sont fait rouler dessus par un rouleau compresseur qui est juste démentiel. Enfin, je veux dire, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Comment tu gagnes, j'en sais rien. J'en sais rien. Et cette personne-là, c'est le pot de terre et elle est en train de faire les frais du pot de fer. Donc tout ça, il faut que ça s'arrête. Et j'espère un jour que ça s'arrêtera avant qu'il soit trop tard. En attendant, bah, on pleure nos victimes. On rend hommage à ceux qui ont perdu la vie, notamment Elias, 14 ans. On a aussi la petite Louise, 11 ans. On va essayer de la trouver. Voilà, elle est là. La petite Louise, elle est là. 11 ans, assassinée de 8 coups de couteau. Sauvage. Une sauvagerie inouïe. T'imagines 4 coups de couteau dans la gorge? C'est complètement délirant. Et j'ose même pas imaginer l'enfer qu'elle a vécu avant de rendre son dernier souffle. Et malheureusement, bah, ces victimes-là, ce ne seront pas les dernières victimes. Tant qu'on n'aura pas détruit ce système et qu'on n'aura pas rétabli la justice en France, ce ne sera pas les dernières victimes. Et on continuera à pleurer nos morts, sauf si on se réveille, on détruit ce système et qu'on reprend la main. Ça va être très dur. Je sais pas comment on peut faire. À part en parler déjà pour commencer, pour réveiller un maximum de personnes. Je ne sais pas comment on peut faire. Mais clairement, si on ne se réveille pas, on va se faire rouler dessus au rouleau compresseur. Et on finira comme une merde sous une chaussure. D'accord? C'est déjà en train c'est ce qui est en train d'arriver. Hein. On est déjà des merdes sous des chaussures, mais là,
on est en train de se faire écraser. Voilà. Et il va rester une flaque de merde. À vous de choisir ce que vous voulez être. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'être une putain de grosse merde quand je me regarde dans le miroir. Je suis pas un fils de pute. Donc, voilà. J'ai décidé de dire les termes. Un peu violemment parce que le système m'énerve un peu. Vous avez compris, la censure, ça me rend un petit peu nerveux. J'aime pas la censure. Donc, battons-nous contre ça. Battons-nous pour la réalité. Battons-nous pour rétablir les faits, la justice. Et puis peut-être que un jour, on vivra dans un monde beaucoup plus apaisé, serein, sécuritaire, et que tout le monde sera heureux. C'est utopique, mais rêvons un peu et battons-nous pour avoir ce rêve. Voilà. Allez, à bientôt. Un petit like, un petit partage, un petit commentaire comme avant. Et puis, à bientôt. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.